Salut à tous, c'est Swagizou76, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez une excellente semaine, que tout s'est bien passé, que tout s'est bien passé pour vous ce week-end. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une histoire vraie. L'autre fois j'avais fait l'exorciste. Et bah rien que pour vous les creepy fans, aujourd'hui je vais vous parler de Massacre à la tronçonneuse. Et oui, ce film que tout le monde a vu et a dû revoir, vu que ils arrêtent pas de refaire des remakes au cinéma, enfin les remakes pour moi c'est un peu de la merde. Donc ce film, on sait tous que c'est un mec qui a un masque fait en peau humaine qu'il met sur sa tête et il se balade avec une tronçonneuse, puis bah il vous met en charpie et tout. Ou leur famille c'est des cannibales, ou ils bouffent des humains et tout. Donc derrière ce film il y a vraiment une histoire. Pour faire ce film, ils sont inspirés d'une histoire qui s'est vraiment passée je crois que c'est dans les années 50 je crois. Enfin bref, cette vidéo va être un peu longue, donc merci à tous ceux qui vont la regarder en entier. C'est, ça fera plaisir parce qu'au moins j'aurais pas fait toute cette vidéo pour rien, tu vois. Donc on va commencer. Massacre à la tronçonneuse est tiré d'une histoire vraie. C'est celle d'un fermier de Wittgenstein, Ed Gein. Sa mère était une folle alliée adepte de la Bible qui persuada son fils que toutes les femmes étaient le diable incarné et que le sexe était un péché. Quand elle mourut, il cloua des plans sur la porte de sa chambre où elle vécut et fascina pour les histoires de crimes et d'horreur. Un jour, Pénis Warden, propriétaire du drugstore du coin, fut retrouvée morte, accrochée par les pieds, ses organes dispersés, et l'on récupéra des bracelets conçus à partir de sa peau. Il aurait aussi assassiné une autre personne de la même manière, une cinquantenaire, Mary Hogan, l'enfance d'Edward Gein. Edward Theodore Gein est né le 27 août 1906, né d'une mère et d'un père tous deux fermiers. Augusta 1878-1945 et George 1873-1940. C'est leur date de leur mort. Il était le second fils de la famille. Il vivait avec ses parents et son frère aîné Henry 1901-1944 au 160 Hack Farm, à une dizaine de kilomètres de la ville de Plainfield dans le Wisconsin. Élevé par une mère autoritaire et dominatrice, profondément ancrée dans la religion chrétienne, Ed Gein était un enfant timide, faible et reclus sur lui-même. Son père alcoolique mourut d'une crise cardiaque en 1940. Les deux frères reprirent donc l'exploitation de la ferme qui n'était malheureusement pas très rentable. La vie était dure pour les deux hommes qui vivaient sous le joug d'une mère possessive qui ne les encourageait pas à aller vers les femmes, vu que leur mère disait que les femmes c'était le péché. En 1944, Henry mourut dans d'étranges circonstances dans une incendie de forêt. On soupçonna son frère Edward de l'avoir abattu d'un coup de fusil. L'année suivante, la mère d'Edward décéda des suites d'un cancer le 25 décembre. Après le décès de sa mère, c'est la souris qui est un peu montée en haut, à qui veut autant de haine que d'amour, Edward décida de sceller la chambre de celle-ci et de vivre dans la cuisine et dans les autres pièces de la maison. Il arrêta l'exploitation de la ferme et subsida grâce à une pension versée par le gouvernement. Edward consacra alors son temps libre à lire des ouvrages sur l'anatomie humaine, mais également sur les camps de concentration nazis et les effroyables expérimentations qui y pratiquaient. Il s'intéressait beaucoup à ces ouvrages et plus particulièrement à l'anatomie de la femme.
N'ayant jamais eu de relation sexuelle avec une femme, Ed se sentait frustré. Un jour, il tomba sur un article dans le journal du comté de Plainfield, plus particulièrement sur un article évoquant l'enterrement d'une femme le jour même qui attira son attention. Des pratiques insoutenables. Avec l'aide d'un vieil ami à lui, Gus, qui sera quelques années plus tard interné à l'hôpital psychiatrique, c'est entre parenthèses, Ed commença en 1947 à se rendre dans le cimetière de Plainfield pour déterrer les nuits de pleine lune des tombes où reposaient des dépouilles de femmes. Il prélevait sur leur corps leurs organes qui l'intéressaient. Pendant quelques années, il continua ce petit jeu en toute impunité. Il alla même jusqu'à tenter de profaner la tombe de sa propre mère. C'est un peu glauque tout ça. Que faisait-il des organes et des ossements qu'il prélevait? Bah, je vais vous le dire. Il se livrait à des expérimentations abominables et se constituait tout un tas d'objets divers avec les ossements. Il conservait les organes dans son réfrigérateur afin de pouvoir les manger plus tard. C'est un peu dégueulasse, franchement. Ed niera toujours cette livrée au cannibalisme et la nécrophilie. Comme je vous disais dans le film, ils étaient cannibales. Donc c'est vraiment lié à cette histoire-là, ce film. Il préleva des poitrines complètes de femmes, des parties génitales, des morceaux de chair. Ed avait un côté efféminé et en collectant ces lambeaux de peau, il souhaitait accéder à son vœu le plus cher, celui d'être une femme à part entière. Son expérience en matière de sexualité ne lui parvenant pas d'avoir une vision normale de la femme, Ed pensa pendant un temps à se castrer lui-même, mais il considéra que s'il portait les parties génitales d'une femme, cela suffirait à faire lui-même, lui la femme. Ah oui, il s'est retiré les couilles. Faut être vraiment cinglé pour faire ça. Le meurtre de Mary Hogan. Mary Hogan était une femme de 51 ans, divorcée, qui travaillait à Hogan's Tavern, à Pine Grove, à environ 9 km de la maison d'Ed Green. Le 8 décembre 1954, par un après-midi très froid, Ed se présenta à la Hogan's Tavern où Mary était seule. Il la battait froidement d'un coup de pistolet de calibre 32, puis il traîna le corps de Mary à l'arrière de la bâtisse et la chargea dans sa camionnette. Un client arriva peu de temps après et découvrit la taverne vide. Une large mare de sang répandue sur le sol et des cartouches vides. La traînée de sang continue jusqu'à la porte de l'arrière. Plus tard, la police ne découvrit sur les lieux aucun indice susceptible de les mener à une éventuelle coupable. Quelques semaines plus tard, un homme à la région Elmo Uyek, je sais pas comment ça se prononce, évoquait avec Ed Gein la disparition de Mary Hogan. Ce dernier dit: elle n'a pas disparu, elle est chez moi, à la ferme en ce moment. Elmo Uyek, surpris, mais aussi un peu effrayé, ne prit pas la peine de demander à Ed ce qu'il sous-entendait. Désolé si je lis un peu trop vite ou je bafouille. Je suis désolé. Un meurtre de trop. D'autres disparitions furent signalées dans les années qui suivirent, mais aucun élément tangible ne parvenait discriminer une personne bien précise. Puis vint la date fatidique du 16 novembre 1957. Ce jour-là, Ed Gein assassina Bernice Warden, la tenancière d'un magasin de Plainfield. Ed s'était emparé d'une carabine 22 long rifle entreposée sur l'un des râteliers du magasin et avait tiré sur Bernice Warden. Puis il avait fermé le magasin et emmena le corps de la pauvre femme dans sa propre camionnette. Le fils de Bernice Warden, ou Frank, était à la chasse de ce jour-là. Lorsqu'il revint dans l'après-midi au magasin
de sa mère, il trouva celui-ci fermé mais constata que les lumières étaient allumées. Des traces de sang étaient répandues sur le sol. Le garagiste du coin apprit à Frank qu'aux alentours de 9h30, il avait vu la camionnette du magasin sortir du parking. Frank alla trouver le shérif Arl Shelley, enfin je sais pas comment ça dit, enfin ils ont des noms américains donc je crois que c'est Art Schell, pour l'avertir de la disparition de sa mère. Frank se souvient que la veille, Ed Jane était passé au magasin pour commander un bidon de liquide antigel. Ed avait également demandé à Frank s'il comptait d'aller chasser le lendemain. Le shérif Al Schley et le capitaine Lord putain, ils ont des noms. Scopoter décidèrent de se rendre une petite visite à Edwin, l'antre du cauchemar. Lorsque la police arriva à la maison d'Edward, ce dernier était absent. Ils se rendirent aussitôt dans un magasin qu'Ed fréquentait régulièrement. Il s'y trouvait et déjeunait avec le propriétaire du magasin de la ferme. Il était sur le point de partir lorsque le shérif Arl Schley lui demanda de l'accompagner au poste de police pour lui poser quelques questions. Ed acquiesça sans concilier. Le shérif Schley et le capitaine Schokesder, putain, j'arrive jamais à leur dire, retournèrent à la maison de Jane avec des renforts. Ils se dirigèrent d'abord vers la grange, mais celle-ci était fermée à clé. Le shérif trouva un moyen de pénétrer à l'intérieur et enfonça une barrière en bois. Il n'y avait pas d'électricité dans la grange, alors il prit une lampe torche pour se frayer un chemin et balaya devant lui la première pièce dans laquelle il pénétra. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Le corps pendu par les pieds d'une femme dépecée, les jambes écartées et longues entailles partaient des parties génitales jusqu'à la tranche de la gorge. La tête avait disparu. Les parties génitales avaient été prélevées, de même que l'anus de la victime. Il s'agissait de la dépouille de Bennis Warden. Dans la maison, il n'y avait pas non plus d'électricité. Les autorités utilisèrent donc une nouvelle fois des lampes torches et des lanternes pour s'éclairer. Il faisait sombre, mais les policiers voyaient suffisamment pour constater que l'endroit était sale et le mobilier vétuste. Ouais, fœtus, ouais, c'est écrit ça. Des dizaines de livres songeaient le sol, des revues scientifiques, des ouvrages sur l'anatomie, des revues pornographiques, des romans d'horreur. La cuisine de Ed Zen où règne un désordre total, mais le pire restait à venir. Ce qu'ils découvraient dépassèrent ce qu'ils leur imaginaient, auraient pu concevoir. Voici une partie importante de l'inventaire macabre que la police établit après avoir fouillé la maison de fond en comble. Attention, là ça va être gore, bien trash, comme vous les aimez. 4 nez humains entreposés dans une boîte, un bol de potage fait à partir de la moitié inversée d'un crâne humain, 9 marques de mort conçues à partir de la peau bien conservée de visages de femmes, 10 têtes de femmes dont le haut du crâne avait été découpé juste au-dessus des sourcils et accroché au mur, des bracelets faits de peau humaine, une bourse faite avec une poignée de peau humaine, une gaine pour un couteau fait de peau humaine, une paire de guêtres, Ah, je suis désolé, c'est écrit ça, donc faite à partir de peau humaine, 4 chaises avec les sièges remplacés par des bandes de peau humaine, une boîte à chaussures contenant 9 vagins salés peints d'une couleur argentée, c'est dégueulasse, une tête humaine accrochée au plafond, un abat-jour couvert de peau humaine, une chemise faite en peau humaine, un certain nombre de têtes têtes réduites, le costume d'une femme complet d'Ed Jane comprenait bras, jambes, poitrine et visage, le cœur de Benny Warden dans une casserole dans les fourneaux, des dizaines d'organes humains soqués,
dans le réfrigérateur. Donc vous voyez que Leatherface, celui qui a la tronçonneuse dans le film, tout ce qui je viens de vous dire, où se découper le visage et tout, ça vient de ce fou là. Donc c'est vraiment dégueulasse. Franchement, j'aurais pas su que cette histoire a été vraiment horrible. D'après la police, Ed Gein avait été mutilé, a dû mutiler une quinzaine de corps de femmes pour se confesser ses trophées. Des proches de Gein affirmèrent que ce dernier leur avait déjà apporté des morceaux de viande fraîche. Or, Ed avoua n'avoir jamais tiré un cerf de sa vie. Les gens furent pris de panique et l'idée d'avoir pu même être à des histoires de cannibalisme. Une fin inéluctable. Là c'est écrit en jaune, donc j'essaie de mieux de lire. Edward Theodore Gein fut arrêté. Il avoua avoir commis le meurtre de Bennis Warden. Il confessa plus tard avoir tué Mary Hogan 3 années plus tard. Concernant les provenances des ossements et des organes humains trouvés dans la maison, Ed Gein avoua les avoir récupérés en profanant de nombreuses tombes. La police fut vérifier les dires de Gein et déterra plusieurs tombes en constatant que les organes et des membres avaient disparu. Les enquêteurs de l'époque étaient persuadés que Mary Hogan et Bennis Warden n'étaient très certainement pas les seules victimes de Gein. Les noms de Georgia Wickler, une jeune fille de 8 ans disparue alors qu'elle était sur le chemin de l'école, et Evelyn Harley, une adolescente de 15 ans, enlevée lorsqu'elle faisait du babysitting, furent évoqués et on attribua leur disparition à Ed Gein. On évoque également ces deux chasseurs de cerfs disparus en 1952, Victor Travis et Ray Burge, comme étant des victimes potentielles de Gein. Mais la police n'avait découvert aucun reste masculin dans la maison de Gein, dont il fut impossible d'établir un réel lien avec les disparitions des deux chasseurs. Ed Gein fut jugé malade mental à la fin de l'année 1957. Il fut interné à Waupun State Hospital et condamné à perpétuité. En 1978, il fut transféré à Mondota Mental Health Institute dans la ville de Madison, dans le Wisconsin. Il décéda des suites de problèmes respiratoires et d'une défaillance cardiaque le 26 juillet 1984 à l'âge de 77 ans. Il fut enterré dans le cimetière de Plainfield. Fait notoire bien des années plus tard, la pierre tombale Non, sérieux. La pierre tombale a été volée. Donc voilà, c'était la véritable histoire de massacre à la tronçonneuse. Donc une fois de plus, je vous dis, je suis désolé de bafouiller, d'avoir du mal à prononcer le mot. C'est que je lis tellement vite que j'en perds mon français. Donc c'est un truc à travailler, mais j'ai du mal. Faudra que j'écris les textes, que je les travaille. Parce que je fais tout le temps tout en live, tout en direct. Donc soyez indulgents dans les commentaires et sur les pouces. Donc j'espère que cette histoire macabre, ouais, ouais, je sais pas comment ça se dit, macabre, voilà, macabre, et gore vous a plu. Si vous avez encore des histoires comme ça, où vous voulez que je vous les fasse en vidéo, il n'y a pas de souci, je les ferai avec plaisir. S'il y a beaucoup d'infos sur ces histoires-là, bah, je ferai mon possible pour les trouver. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous voulez comme vidéo, comme légende urbaine, comme histoire réelle, histoire réelle, des faits, des histoires de films. Tant que c'est sur l'horreur, moi je suis prêt à vous les faire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Lâche un pouce bleu si t'as aimé la vidéo.
Dis-moi dans les commentaires ton avis. Si qu'est-ce que t'en penses de cette véritable histoire qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as entendu tous ces organes prélevés dis-moi dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne et suis-moi sur Facebook, il y aura un lien dans la description. Et que dire de plus on a dépassé les 100 abonnés déjà. Donc je vous remercie tous de me suivre sur YouTube. Ça fait gravement plaisir. Et que dire de plus j'ai encore deux projets à faire sur YouTube. C'est long à faire. Faut que je trouve des personnes. Donc je sais pas quand ça va arriver sur la chaîne, mais j'y travaille. Donc voilà, c'était tout sur la véritable histoire sur Massacre à la tronçonneuse. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques jours. Et sur ce, je vous souhaite tous bonne journée, bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Allez, peace!